Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 21 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une récente émission de Tucker Carlson portant sur les récentes évolutions de la censure et de la liberté de la presse. Mais avant cela, voyons tout de suite les actualités France. En France donc, les agriculteurs continuent leurs actions un peu partout dans le pays. Des points de blocage ont été observés sur les routes et des quais de livraison des supermarchés ont notamment été ciblés par les agriculteurs en colère. Ils dénoncent entre autres le non-respect de la loi Egalim. Des agriculteurs ont aussi arrêté et vidé un camion de Lactalis en Haute-Saône pour dénoncer le prix d'achat du lait par les distributeurs trop faible selon eux par rapport au prix de vente public. D'autres actions sont attendues à travers la France. Et aux urgences de Pontoise, un homme présentant des symptômes inquiétants s'est vu renvoyer chez lui avec pour seule prescription du Doliprane. Finalement, il a été hospitalisé avec une grave embolie pulmonaire nécessitant des soins prolongés et de la rééducation. Le médecin responsable de cette erreur a été suspendu et une procédure disciplinaire a été entamée à son encontre. Et suite à la fermeture de la serre amazonienne du zoo de Lunaret à Montpellier, des centaines de chauves-souris ont été déplacées dans un enclos provisoire inadapté. Faute de solution alternative, ces 500 chiroptères risquent l'euthanasie. Les autorités tentent de trouver des foyers pour ces animaux, mais les difficultés persistent, notamment en raison du risque de consanguinité et de la présence de parasites. Et 110 €, c'est le prix moyen pour une course entre l'aéroport de Roissy et le centre de Paris en taxi volant. L'appareil consomme 190 kW pour 100 km alors qu'une voiture électrique en consomme en moyenne 15 sur la même distance. Pour l'instant, les 9 batteries de l'appareil permettent de parcourir environ 35 km à une vitesse de 110 km/h. Il s'agit d'un modèle biplace, donc le pilote ne pourra emmener qu'un seul passager à la fois. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Lors de sa dernière émission, Tucker Carlson a une nouvelle fois abordé le sujet de l'érosion de la liberté d'expression. Son invité Mike Pence, qui a travaillé au département d'État américain dans le domaine de la cybernétique, a proposé une analyse approfondie de la censure moderne et de son impact sur les droits fondamentaux. Il explique que les technologies permettant la liberté d'expression sur Internet, telles que les VPN, les chats cryptés ou même le dark web, ont initialement été créées par les organismes de sécurité nationale des États-Unis, comme la CIA par exemple. Elles auraient notamment été utilisées pour faciliter des changements rapides de régime à l'étranger, en promouvant de cette façon l'agenda du département d'État américain en matière de politique étrangère. Entre autres, cela aurait été le cas lors du printemps arabe entre 2011 et 2012. Mais cette stratégie n'aurait été en vigueur que de 1991 à 2014. En effet, cette année-là, la liberté d'expression sur Internet aurait commencé à être remise en question. Mais écoutons plutôt Mike Pence nous raconter la suite de l'histoire. En 2014, après le coup d'État en Ukraine, il y a eu un contre-coup inattendu, où la Crimée et le Donbass se sont séparés, avec essentiellement un soutien militaire auquel l'OTAN n'était pas du tout préparé à l'époque. Ils ont eu une dernière chance, le vote d'annexion de la Crimée en 2014. Et lorsque les cœurs et les esprits des habitants de la Crimée ont voté pour rejoindre la Fédération de Russie, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le concept de liberté d'expression sur Internet aux yeux de l'OTAN. Ils ont vu la nature fondamentale de la guerre changer à ce moment-là. L'OTAN, à partir de là, a déclaré ce qu'on appelle la doctrine Gerasimov, qui porte le nom d'un général militaire russe qui, selon eux, aurait prononcé un discours selon lequel la nature fondamentale de la guerre a changé, qu'il n'est pas nécessaire de gagner des escarmouches militaires pour prendre le contrôle de l'Europe centrale et orientale, qu'il suffit de contrôler les médias et l'écosystème des médias sociaux, parce que c'est ce qui contrôle les élections. Et si vous mettez au pouvoir la bonne administration, elle contrôlera l'armée. Il est donc infiniment moins coûteux qu'une guerre militaire de mener simplement une opération d'influence politique organisée sur les médias sociaux,
et les médias traditionnels. Une industrie a été créée entre le Pentagone, le ministère de la Défense britannique et Bruxelles pour créer une infrastructure de guerre politique organisée, d'abord en Allemagne et en Europe centrale et orientale, afin de créer des zones tampons psychologiques. Leur objectif étant de faire travailler les militaires avec les entreprises de médias sociaux, afin de censurer la propagande russe ou de censurer les groupes populistes de droite nationaux en Europe, qui montaient en puissance politique à l'époque, en raison de la crise des migrants. À l'époque, l'OTAN publiait des livres blancs disant que la plus grande menace à laquelle l'OTAN est confrontée n'est pas une invasion de la Russie, mais c'est de perdre des élections nationales dans toute l'Europe face à tous ces groupes populistes de droite qui, parce qu'ils étaient principalement des mouvements de classe ouvrière, faisaient campagne pour une énergie russe bon marché, à un moment où les États-Unis faisaient pression sur cette politique de diversification de l'énergie. Après le Brexit, ils ont avancé l'argument selon lequel l'ensemble de l'ordre international fondé sur des règles s'effondrerait si l'armée ne prenait pas le contrôle des médias. L'OTAN serait donc tuée sans qu'une seule balle ne soit tirée. Et sans l'OTAN, il n'y a pas de bras armés pour le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, de sorte que les acteurs financiers qui dépendent du bélier de l'État de sécurité nationale seraient fondamentalement impuissants face au gouvernement du monde entier. Donc, de leur point de vue, si l'armée ne commençait pas à censurer Internet, toutes les institutions et infrastructures démocratiques qui ont donné naissance au monde moderne après la Seconde Guerre mondiale s'effondreraient. Mike Benz fait ensuite un examen approfondi de la manière dont la liberté d'expression, autrefois pierre angulaire de la démocratie, serait en train d'être systématiquement démantelée. L'expertise de Benz permet de dresser un tableau saisissant de l'intersection entre le gouvernement, l'armée et les entreprises technologiques dans le domaine de la censure. Sur ce point, il se pourrait que le passage de la liberté à la censure d'Internet reflète un changement plus large dans la manière dont les États-Unis et ses alliés perçoivent et gèrent surtout la guerre de l'information. Aussi cet épisode, trop long pour être entièrement résumé ici, a rappelé de manière brutale la fragilité des institutions démocratiques et la facilité avec laquelle elles peuvent être manipulées. Mais quoi qu'il en soit, le message général était clair. La défense de la liberté d'expression est cruciale, non seulement pour la préservation des droits individuels, mais aussi pour l'essence même de la démocratie. Maintenant, les implications potentielles de cette discussion sont vastes, même s'il est malheureusement probable qu'elles ne fassent pas grand bruit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'ère du numérique, il apparaît un besoin urgent de vigilance et de transparence sur le rôle du gouvernement dans la régulation de la liberté d'expression. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et à Gaza, alors que 130 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas et que les États-Unis ont mis leur veto à l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat, le journal saoudien Al-Sharq a rapporté hier qu'une délégation israélienne devait arriver au Caire ce matin. Selon l'article, des progrès auraient été réalisés dans les discussions entre l'Égypte et le Hamas concernant l'accord de libération des otages. Le Hamas aurait assoupli ses positions alors que l'Égypte s'efforce également d'obtenir plus de souplesse du côté de la délégation israélienne. Et une information beaucoup plus légère maintenant, à Philadelphie, l'ancien président et actuel candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump, a annoncé le lancement de sa propre ligne de basket lors d'une apparition surprise à une convention d'amateurs de basket appelée la Sneaker Con. Les paires de basket Trump se déclinent en 3 variantes avec des drapeaux américains sur certaines et des noms symbolisant le patriotisme et les valeurs soutenues par les républicains. Et Ursula von der Leyen vise à obtenir un 2e mandat à la tête de la Commission européenne. Son premier mandat a été marqué par la pandémie de Covid-19, l'opacité des transactions menées avec Pfizer qui a culminé avec le SMS Gate, mais aussi avec la guerre en Ukraine. Et elle compte bien mettre en avant la densité de son bilan pour gagner en popularité. Sa présidence a notamment été marquée par quelques frictions avec d'autres dirigeants de l'UE et une forte colère de la part des nationalistes, mais il reste cependant probable qu'elle soit réélue.
Et on passe aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler d'intoxication de l'eau et d'une tempête impressionnante dans le Xinjiang. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Les Philippines ont accusé la Chine d'utiliser du cyanure, un produit toxique, dans les eaux proches du haut fond de Scarborough qui fait l'objet d'un litige. Ce composé chimique est souvent utilisé pour étourdir et tuer les poissons en masse afin de les ramasser ensuite. Cette pratique est considérée comme illégale dans de nombreux pays car le cyanure peut affecter la plupart des espèces marines et nuire à l'écosystème. Le cyanure rend également les poissons toxiques à la consommation. Un responsable philippin a déclaré que les dommages estimés pourraient s'élever à plus de 16 millions d'euros. Le haut fond de Scarborough est internationalement reconnu comme faisant partie du territoire des Philippines. Mais depuis 2012, la Chine déploie des patrouilleurs et des navires de guerre dans la région pour empêcher les pêcheurs philippins d'atteindre l'île. Une tempête de sable a balayé certaines parties du nord-ouest de la Chine au cours du week-end, y compris dans des villes de la région du Xinjiang. Dans une vidéo publiée samedi sur les réseaux sociaux, des voyageurs se trouvant dans une gare de Tumxuk se retrouvent plongés dans un paysage couleur rouille. Les autorités locales ont lancé un avertissement indiquant que la visibilité dans la ville était inférieure à 50 mètres. Elles ont interdit aux véhicules de circuler sur certaines routes. Des images mises en ligne montrent des voitures aux vitres brisées, potentiellement par des vents violents. Cette situation survient alors qu'une autre partie du Xinjiang a été frappée par une tempête de neige. Plus de 40 000 touristes ont été bloqués au cours du week-end. Des scènes qui nous font penser au récit des 7 fléaux d'Égypte. Courage à eux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à demain. Merci Rémi. Merci Vladia. Du 13 au 18 février, la compagnie Shenyun s'est produite à la Cité des Congrès de Nantes. Le jour de la Saint-Valentin, les artistes ont tenu à donner 2 représentations et ce, pour le plus grand plaisir des spectateurs. On les écoute. On voit que le divin est présent, on voit, comment dirais-je, une certaine gaieté du peuple chinois quand il est en liberté, je dirais. Et donc j'apprécie énormément les tableaux et puis beaucoup fleuris. C'est magnifique, vous dansez merveilleusement bien. Si on avait la possibilité en tant que spectateur de voir les ralentis des mouvements qui sont effectués, je pense qu'on serait tous un peu bluffés par cette danse. J'aime beaucoup ce spectacle parce qu'il y a d'abord derrière tout ça, il y a une discipline extraordinaire, il y a de l'équilibre, on sent qu'il y a à la fois un côté que le mental est très fort et on sent qu'il y a un côté spirituel derrière tout ça qui anime toutes ces personnes. On voit cette harmonie, on voit cet équilibre et on a l'impression qu'ils sont portés par cette force. Et ça les aide beaucoup. Là, il y a une espèce de souplesse, il y a franchement, il y a un naturel. Et puis, dans les gestes, même dans parce qu'on avait des jumelles, justement, donc on a pu un peu voir. Donc, même dans leur visage, on les sent, malgré les efforts qu'ils fournissent, on les sent détendus. Ah non, je trouve que vraiment, c'est un beau spectacle. Créé à New York en 2006, Shenyun a connu une expansion impressionnante, passant d'une seule à 8 compagnies qui sillonnent le monde et fascinent des spectateurs sur les 5 continents. Il y a cette beauté intérieure à travers leur art. Et ça, c'est bien. Parce qu'on sent qu'il y a les deux. Il y a divin et il y a la matière aussi, qui est là, le corps, le mental, enfin tout est lié. Donc c'est ça qui est merveilleux. Quand je suis ressortie, je ne me trouvais plus dans mon pays. J'avais l'impression d'avoir voyagé et d'être là-bas, entre ciel et terre. Et c'est une très belle expérience. Shenyun s'est donné pour mission de faire revivre les 5000 ans d'histoire qui ont façonné la riche culture traditionnelle de la Chine. On voit bien que dans l'esprit, dans la communication, dans le futur ou dans la vie de tous les jours, le divin est quand même présent, oui. Je pense que c'est bon pour votre culture, vous, mais c'est culture dans le monde entier. Je dirais que si on se rapproche de trucs, il y a dans la chanson que le ténor nous a absolument merveilleusement chanté, il y a quand même, je dirais, un appel à l'athéisme et que l'athéisme soit disparu pour qu'on ait un tout petit peu d'humanité. Donc ce genre de repère est très 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 important, surtout dans le monde où on vit actuellement, quoi.
quand la soprane a chanté, il disait bien qu'il y avait besoin du divin et qu'on s'éloigne de ce divin. Pour moi, je pense que ça englobe beaucoup plus, ça ne reste pas enfermé dans une seule religion. Et je pense que c'est beaucoup plus universel et pour moi c'est plus important. Depuis la Cité des Congrès de Nantes pour NTD L'Actu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.